Vous accueillir sur cette conférence alors qui a déjà fait grincer les dents en disant mais qui est-ce qui peut se permettre de dire qu'est-ce que sera le numérique dans 10 ans. Donc en fait c'était l'idée de faire une conférence de clôture. Donc j'ai l'extrême joie d'accueillir Jean-Christophe Bollis qui est en fait spécialisé dans la veille technologique et donc qui la première fois que je l'ai vu en conférence m'a fait exploser les neurones. Mais en tout cas m'a aidé à pousser les perspectives, les idées que je pouvais avoir sur le numérique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le salon, on a parlé énormément du cross-média et puis des solutions, etc. Donc là, l'idée, c'est de pousser encore plus loin. Donc il m'a dit, bon, je vais pousser fort, comme d'hab. Donc forcément, l'idée, c'est de casser les idées reçues. Et sur la veille technologique, en fait, il est capable d'aller regarder quels sont les rachats de Google, les rachats d'Apple, les rachats de Microsoft et tous les investissements qui peuvent se faire. Et il est même au courant de ce qui se passe dans les laboratoires, des choses assez hallucinantes que j'ai découvert grâce à lui. Et donc, je lui ai demandé de pouvoir donner son regard sur justement le numérique, là en l'occurrence sur le cross-média, et puis l'influence que ça peut avoir autant sur les marques que sur les consommateurs. Voilà, donc je vous remercie d'accueillir Jean-Christophe Bollis. Merci à vous, c'est un plaisir d'être ici. Alors, 1 heure de conférence, je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de points à prendre en ligne de compte. L'idée, c'est de tracer le futur d'Internet. En fait, l'idée, c'est d'essayer de voir à 10 ans où est-ce qu'on va et d'essayer d'anticiper les conséquences que ça peut avoir sur vos métiers, sur le comportement des consommateurs et de voir un petit peu le digital dans 10 ans, dans 15 ans, on en sera où on va. C'est un travail qui est quand même assez compliqué. Mon métier est de travailler pour une boîte qui s'appelle Oxymore. J'en suis le fondateur, je ne suis plus du tout le dirigeant. Je suis celui qui s'occupe du contenu et je dirige le laboratoire de recherche et de stratégie de la structure. Comme l'a expliqué Vincent, en gros, j'essaie d'anticiper les tendances à 10, 15 ans, 20 ans en fonction des marchés. Avec des marchés où à 5 ans c'est extrêmement compliqué, et des marchés où à 20 ans on sait ce qui va se passer. Par exemple, dans l'automobile, on sait exactement ce qui va se passer, c'est juste une question de timing et on peut anticiper sur les 20-30 prochaines années. Vous me demandez ce qu'un iPhone ou un équivalent d'un objet de ce style-là va être dans 5 ans, je suis incapable de vous le dire et foncièrement on s'en fout, on sait les grandes tendances, mais qui est 1 million de pixels en plus pour moi, ça ne nous change pas notre quotidien. Alors, pour ceux qui tweetent, pour ceux qui prennent des photos, je sais pas un petit peu, je ne sais pas le hashtag ici, j'ai beau regarder, j'ai pas trouvé le hashtag du salon, donc je suis désolé, ce qui m'étonne un peu pour un salon cross-média, mais bon. Il y en a un, voilà, ah, voilà, ça c'est, voilà. Alors, mon métier est un peu compliqué. Je suis censé regarder dans le futur. Aux États-Unis, on m'appelle futuriste, enfin pas moi spécifiquement, les gens comme moi. C'est-à-dire on essaye d'anticiper à une quinzaine d'années ce que ça va être et de tirer des grandes tendances sur le comportement des consommateurs. Alors on va être très clair tout de suite ensemble. Le premier qui m'appelle Madame Irma, il sort. Parce que ça, c'est des petites blagues qu'on fait régulièrement. Et en fait, c'est pas vrai du tout, parce qu'on n'est pas du tout capable de faire des choses de ce style-là. C'est vraiment des choses qui sont structurées en termes de tendance, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. 1977, présentation de l'Apple II. L'Apple II, ça a été vraiment une rupture technologique, comme on peut l'anticiper. Pourquoi je vous présente ça? Parce qu'on parle énormément d'Apple dernièrement, et on parle énormément de rupture technologique. Le téléphone mobile, comme on a pu le voir, on est à la bourse, on a pas mal de films des années 80 où ils sont tous avec ce genre de téléphone mobile, c'est aussi une rupture technologique. Et on va voir qu'aujourd'hui, les ruptures technologiques dans le mobile sont extrêmement importantes et vous impactent de manière extrêmement précise. La première question que je vous pose, elle est extrêmement simple. Si aujourd'hui, je vous donnais le choix entre votre télé et votre smartphone, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux, hein, lequel vous choisissez? Smartphone ou télé? Ceux qui veulent choisir la télé, lèvent la main. Vous vous rendez compte de la problématique qu'ont les chaînes médias aujourd'hui? Je vous posais la question il y a 10 ans, c'était l'opposé qui se mettait en place. C'est-à-dire que les points associés à ça sont extrêmement importants. Alors, l'idée, c'est simple, hein, on parle de révolution. Allez-y, venez, il y a la place. On parle de révolution digitale, on parle de révolution à longueur de temps dans le domaine. Mais est-ce qu'on est capable de définir ce que c'est que le digital? Alors ça va énerver énormément de mes clients, mais il y a encore quelques années, je posais la question à certains de mes clients, et ceux-ci me parlaient de fleurs, la digitale. Je vous assure, c'est sans rire. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des schémas où certains groupes, même les plus grands groupes aujourd'hui, ne savent foncièrement pas ou se sont mis au digital
en étant convaincus pour ceux qui sont convaincus, simplement il y a quelques mois, quelques années. Le groupe LVMH, par exemple, qui est quand même un groupe gigantesque, numéro 1 mondial dans le domaine du luxe, n'a commencé à réfléchir aux problèmes digitaux au niveau groupe, je ne vous parle pas au niveau des marques, qu'il y a peu de temps. Il n'y a qu'un patron du digital qui est un ancien d'Apple, qui a été recruté il y a quelques mois. Alors, la problématique du digital, elle est présente absolument partout. Je ne suis pas ici pour vous expliquer ce que c'est que le digital, vous le savez bien, vous êtes confrontés à ces problématiques-là dans votre métier. Le point est de vous faire prendre conscience que le monde change et surtout de vous faire remonter la tête au-delà de ce que vous faites au quotidien pour voir où on va et c'est quoi les conséquences que ça va avoir dans vos business. Que le monde change, vous le savez bien. Voici une photo qui a été prise au Vatican en 2005 et en 2013. Ça explique exactement ce qui se passe. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez qu'aujourd'hui, avoir des enfants, c'est perpétuellement se battre pour qu'ils lèvent la tête de leurs écrans. Que ce soit un smartphone, un iPad, la télévision. Si vous avez les trois, c'est encore pire, ils passent de l'un à l'autre. C'est le jeu du quotidien. Je pense d'ailleurs sérieusement à la maison, acheter un petit bouton qui brouille les ondes pendant les dîners. Il paraît qu'il y a une pub qui a fait ça, j'adore l'idée. L'idée est vraiment là. Quand vous regardez un concert aujourd'hui, avant c'était des flammes, enfin, du menage, hein, on était là avec une petite flamme, etc. Aujourd'hui, ils sont tous avec un smartphone. Avec leurs petits éclairs, leurs petits trucs. Voilà concrètement où on en est aujourd'hui. Alors, le smartphone, c'est ça qui est votre recette miracle pour demain, et c'est ça qui vous a ou qui va vous tuer. Basiquement, l'idée elle est là. Quand je vois dans la presse, je suis abonné à plusieurs organes de presse, il y a des choses que je ne comprends pas en termes d'usage, des choses basiques. Je suis par exemple abonné, j'ai le droit de dire les noms ? Oui. Je suis abonné au groupe Les Échos. Le groupe Les Échos, donc j'ai chaque matin mon journal Les Échos qui sont mis en place. Je veux transférer des articles, j'appuie, c'est bien, c'est moderne, hein, j'appuie sur un article, sur mon PDF amélioré. Il y a un article sur deux qui n'est pas, qu'on ne peut pas transférer, envoyer, s'envoyer, etc. Déjà ça me paraît hallucinant. Deuxièmement, je suis abonné, donc je le fais tous les jours. Je suis harcelé, parce que c'est du spam à ce niveau-là, par des mails à longueur de temps sur la journée pour que j'ai 50% de réduction alors que je suis déjà abonné. Ça, c'est des pratiques qui sont d'un autre temps. Et je vous parle des pratiques d'un organe de presse qui est extrêmement développé sur le digital. Quand vous regardez les organes de presse qui, eux, sont à l'ancien temps, par exemple Science et Avenir ou Science et Vie, par exemple, c'est une catastrophe. Vous avez Science et Vie, vous l'avez en PDF. Mais PDF version ancienne. C'est même pas la peine d'espérer envoyer, partager, ou ce genre de choses. Ils ne connaissent pas. Tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui ne sont plus permises, parce que quand vous êtes avec votre smartphone, regardez, la moitié des gens ici vont tweeter, vont envoyer, vont prendre des photos, immédiatement ça va être en ligne, et vous, les jeunes générations, c'est encore pire. Alors, le smartphone, c'est vraiment des grandes technologies, la technologie qui a modifié le comportement des consommateurs, et pas n'importe quel consommateur. Ce qui est important dans la technologie, c'est de voir en quoi ça impacte le comportement des consommateurs. En quoi ça nous impacte, nous, quel que soit notre âge, et surtout en quoi ça va impacter les personnes qui demain vont avoir énormément de pouvoir d'achat, eux. Quand vous regardez dans la rue, eux, c'est qui? C'est les milléniaux. Vous savez, ces gens, alors moi je ne sais pas très bien, je suis à la frontière, mais ce sont ces gens qui sont sur des schémas perpétuels d'évoluer différemment. J'ai donné une conférence il y a quelques jours sur, parce que c'est la Fashion Week en ce moment, sur le futur de la mode, où je leur ai expliqué que dans le retail, ces gens-là achetaient, géraient totalement différemment les choses. Et c'est pareil dans n'importe quel business, dans n'importe quel marché et sur n'importe quelle unité opérationnelle. Alors, les fameux milléniums, c'est la génération X, Y, Z, et leur comportement et évolution de comportement, c'est vraiment ça qui est au jour d'aujourd'hui le plus important pour vous en termes de grande vue. Je suis désolé, on va démarrer par des choses qui sont un peu rébarbatives, mais je pense que c'est toujours intéressant d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur le marché. Si vous voulez une vision globale de ce qui se passe dans le domaine du digital, allez voir mes amis de We Are Social. C'est une agence mondiale très très bonne et qui publie très régulièrement des études. Ce sont des études que j'ai reprises qui régulièrement expliquent où on en est et les grandes évolutions par pays, par continent, etc. Après, il faut être capable de les lire, mais ça nous donne une bonne vision. Ça, c'est des chiffres de janvier 2016, donc je ne suis pas trop en retard encore. On était 7,4 milliards à peu près sur Terre, 3,5 milliards sont connectés à Internet, 2,3 milliards utilisent les réseaux sociaux, 3,7 milliards sont des utilisateurs de téléphone mobile, dont 1,9 milliard sur les réseaux sociaux. Ça, c'est les chiffres. Ce qui nous intéresse, c'est les évolutions. Les évolutions par rapport à l'année dernière, c'est cela.
10% d'évolution sur les utilisateurs d'Internet, 10% sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même assez énorme quand on voit l'évolution des choses, plus 4 pour tout ce qui est possesseurs de téléphones portables, et plus 17 pour l'utilisation des mobiles. Quand vous regardez les chiffres, par exemple, du retail, simplement sur la fin d'année, l'augmentation, et qui ont été publiés dans Le Figaro, je pense qu'on en a parlé tous les deux il y a quelques jours, dans Le Figaro, il y a quelques jours, sur, en gros, comment les gens ont acheté en fin d'année dernière. En France, plus 88% d'augmentation des ventes par mobile. Aux États-Unis, c'est-à-dire principalement sur la côte ouest, si on gère les chiffres New York, côte est, si on gère les chiffres New York, plus 60% d'augmentation d'achats sur les mobiles sur un an. C'est-à-dire que c'est des taux qui sont gigantesques. Au jour d'aujourd'hui, on fait absolument tout sur votre téléphone portable. On est capable d'acheter, on est capable de commander des billets d'avion, on fait absolument tout. Il faut être capable de gérer les gens en fonction de leurs habitudes. La mobilité en fait partie. Si on regarde au niveau mondial, alors l'idée n'est pas de faire un scanning global. Ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est de voir des pays comme la zone Asie, par exemple, avec des taux de croissance et des taux de pénétration Internet extrêmement importants. Pareil pour l'Afrique. Si mon souvenir est bon, j'ai dû mettre des chiffres. 29% pour l'Afrique sur Internet. On était à moins de 10% il y a 3 ans. C'est des continents qui sont des aspirateurs, pareil pour l'Inde, pareil pour l'Asie du Sud-Est, et tous ces continents-là sont aussi les continents des Facebook, Google et autres, parce que c'est là où ils vont réussir à croître. Un Facebook qui a 1,5 milliard personnes en termes d'utilisateurs, vous imaginez bien que dans nos pays, la croissance est extrêmement limitée, en comparaison des Indiens, en comparaison des Chinois, en Chine ils n'y sont pas, en comparaison de l'Asie. Leur problématique aujourd'hui, c'est est-ce que les gens sont connectés, d'où l'évolution qui est extrêmement importante dans le domaine. Si vous regardez un petit peu un ranking Internet mondial, moi j'aime bien ce genre de chiffres. Numéro 1, tout ce qui est nos amis en haut à gauche, là, sur le nord de l'Angleterre, l'Islande, qui est à 98%, c'est-à-dire que vous avez 98% de la population qui est connectée. Ce qui est facile chez eux, parce qu'il n'y a que des grandes villes et des petits villages autour des grandes villes, et le reste, c'est assez simple. À l'opposé, vous avez le Burundi la Corée du Nord, à 7000 personnes utilisées. Donc c'est-à-dire que c'est la junte. En gros, la Corée du Nord, je me demande un peu si c'est la même chose à certains endroits de Paris, mais bon. Voilà, en gros, la même problématique sur les utilisateurs. Tout ça change énormément, mais ça vous permet d'avoir des petites idées. Utilisation. Combien de temps on passe sur Internet, que ce soit Internet normal ou sur votre téléphone portable. L'utilisation, c'est simple. Vous regardez, par exemple, au Brésil, ils sont plus de 5 heures par jour sur leur laptop, donc sur leur ordinateur, sur Internet, et ils sont quasiment 4 heures par jour sur leur téléphone portable. Le grand bleu, c'est Internet sur votre ordinateur, le petit bleu, c'est votre téléphone mobile. Et donc, on voit l'utilisation qu'il y a, et il suffit de regarder nos enfants, quel que soit l'âge de nos enfants, et même quel que soit l'âge de notre famille, parce que j'ai acheté dernièrement un iPad à mon père, qui utilise mieux son iPad que je ne peux l'utiliser moi-même. Il m'apprend des choses, ce qui est une véritable honte vu mon métier. Alors que vous lui donnez un téléphone portable, c'est même pas la peine, c'est même pas par où appeler, comment ça se passe. On est vraiment sur des outils qui sont extrêmement intéressants en termes de modification des comportements. Si on regarde le trafic Internet mondial, 56% au jour d'aujourd'hui, avec une chute vertigineuse de quasiment 10%, passe par le classique, les ordinateurs. 39% avec une augmentation de 21% au niveau mondial, passe par les téléphones portables. 5% avec un effondrement par les tablettes. Et puis, le résidu, c'est tout ce qu'on appelle les autres vagues, c'est-à-dire les trucs de gaming et autres, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est ça, moins 21 pour la tablette, et plus 21 pour le mobile. C'est ça les enjeux qui sont les enjeux importants. Pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir est-ce que la tablette allait révolutionner et transformer l'ordinateur portable sur une nouvelle voie. La réalité, c'est que non. On a des utilisations qui sont des utilisations en parallèle dans nos pays à nous. Mais les pays qui ne sont pas équipés ne vont pas s'équiper en tablette ou en ordinateur. Si vous allez en Afrique, pour ceux qui se voyagent un petit peu, ou si vous allez en Asie, ils n'ont pas de laptop. Vous allez en Afrique, ils n'ont pas un seul ordinateur, ou alors vous avez des internet cafés, etc. Ils ont tous un téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de banque. Leur banque, c'est leur téléphone. Et donc, résultat des courses, notamment avec des Total et autres qui investissent énormément dans ces données-là, tout le monde est équipé en téléphone portable, et donc en utilisation de téléphone portable. Et ça, ce sont des données qui sont importantes, c'est séparé pour l'Asie. Promis, c'est quasiment fini, et puis on va partir un peu rigolote.
Sur l'évolution, en fait, sur la partie du mobile, sur le trafic Internet mondial, si on regarde, c'est toujours je pense que c'est les Q1, oui, c'est au 1er janvier de chaque année, on est sur des évolutions qui sont de plus en plus exponentielles, et c'est d'autant plus flagrant lorsqu'on regarde chaque trimestre en termes de quantité de données. Voilà, en termes de quantité de données, les évolutions qu'il y a, de passage de trafic sur votre téléphone portable. Quand vous êtes en discussion avec vos opérateurs, à savoir s'il vous faut 10 gigas par mois, 20 gigas par mois, etc., c'est pas la problématique. Aujourd'hui, le niveau moyen, c'est 1,5 gigas. Et c'est déjà gigantesque. Mais tout l'enjeu, il est associé à ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train de s'équiper d'un point de vue mondial de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la fibre optique. Ça va être la 4G dans nos pays, la 5G qui est en train d'être testée dans les laboratoires. Ça veut dire quoi? Basiquement, ça veut dire qu'on va avoir des accès, aussi bien sur notre téléphone portable que sur les autres outils, on va avoir des accès à de l'Internet à très, très, très haut débit. C'est-à-dire qu'on ne va plus se poser la question de savoir si on regarde notre série sur notre téléphone. On va plus se poser la question de savoir si on peut, dans le métro, regarder la tablette, etc. Enfin, il n'y a qu'à Paris, on n'a même pas du Edge. Moi, je suis régulièrement à Moscou pour donner des conférences. Il y a du Wi-Fi très haut débit dans tous les wagons du métro de Moscou. Hein. Et Moscou, c'est pas du tout Paris, je peux vous le garantir. Et donc, on est vraiment sur ces problématiques-là. Je discute avec la SNCF en ce moment sur des problématiques de business, c'est l'un de mes clients. La SNCF se pose la question de savoir comment mettre de l'Internet dans ses trains. À chaque fois qu'il me pose la question, je me demande si je me pose la question de savoir si il me prend devant un con ou si c'est une caméra café quelque part autour de moi. Parce que c'est des choses qu'on sait faire. La problématique, elle est là. Ce qui veut dire que les services, les enjeux que vous allez donner à vos clients, dans les médias, dans d'autres choses, seront des enjeux qui n'auront plus de barrières technologiques. Vous ne pourrez plus vous poser la question à ça. Résultat des courses, on va s'orienter de plus en plus sur du contenu, même si le contenu est extrêmement chronophage, aussi bien en termes de temps qu'en termes de débit et en termes de taille des données. Voilà la petite vision qui est la petite vision pour avoir une vision du marché et anticiper les choses. Alors, les tendances. Première grande tendance, et là on va parler un peu technologique. Je vais pas vous brosser un tableau de toutes les technos, la 4G, le machin, etc. On s'en fout. Il y a quelques tendances qui vous touchent, et ce sont des tendances qui vous touchent sur une durée de 10, 15, 20 ans. Et la première des tendances, c'est ce qu'on appelle la donnée, le big data. Pourquoi big data? Parce que les données sont tellement gigantesques qu'elles sont big. C'est ça, en gros, l'idée. On parle de quoi en termes de quantité de données? On parle de données qui sont l'équivalent pour notre siècle de tout ce qui est le pétrole au siècle dernier. Aujourd'hui, si quelque chose est gratuit, premièrement, c'est que c'est louche, deuxièmement, c'est que c'est vous le client. Hein. C'est la base. Donc toute la presse gratuite, les enjeux associés à ça, je ne rentrerai pas dans ces débats-là aujourd'hui, on est sur des enjeux qui sont des enjeux réels, mais il faut se poser les bonnes questions qui sont les bonnes questions réelles, non pas technologiques, mais en termes d'usage. En termes de données, pour revenir sur le débat, en 2015, donc l'année vient de se terminer, on parle de 15 zeta-octets de données transférées. Alors zeta-octets, je ne sais pas pour vous, moi ça ne me parle pas. Ça fait l'équivalent de 30 piles de DVD, non, de 30 fois le tour de la Terre en piles de DVD. Oui, c'est ça. Ça prend la place. Et simplement en 2015. C'est-à-dire que c'est le nombre de données qui ont été intégrées dans le web, uploadées dans le web. Ces données-là, si on veut regarder un peu et si je veux vous donner des idées, zeta-octet c'est ici. Me demandez pas de donner le chiffre en français ou en anglais, je ne sais pas le dire. Ni en français ni en anglais. Mais si on veut se donner des comparatifs, là je vais être filmé, je ne sais pas en combien en quelle définition, mais en gros, quand on prend une photo classique, c'est entre 5 et 10 mégaoctets. Vous avez un téléphone portable, madame a un téléphone portable, si on est à peu près dans les bons schémas, on est sur un téléphone qui tourne autour de 65-70 gigaoctets. Vous avez un film, vous téléchargez un film, bien sûr vous ne le faites pas, nous sommes sur un salon de l'édition, oups, désolé, vous achetez un film en streaming officiel, ou vous êtes sur des schémas de ce style-là, un DVD classique c'est 700 mégaoctets. On est toujours ici, méga, giga. Au maximum aujourd'hui, quand vous êtes un particulier, vous achetez un ordinateur, le disque dur c'est 1 téraoctet. On est ici, on parle de zeta-octet. C'est des quantités qui sont hallucinantes. Et ce qui est d'autant plus hallucinant, c'est trois choses. Le premier, c'est que ça coûte des milliards, mais des milliards et des milliards aux grands que sont les GAFA, donc les Facebook, Google et autres, mais aussi aux professionnels. Le deuxième, c'est que ces données sont à 80% non organisées.
il y a 95% de données utilisées. Donc les mecs, ils uploadent à longueur de temps des données qui ne sont pas utilisées. Pourquoi? Ils ne savent pas quoi en faire aujourd'hui. Mais la donnée en quantité, il y a des théories associées à la donnée qui fait que même si on augmente les quantités de données, plus il y a de données, plus on sait quoi en faire avec les logiques d'algorithmes et d'intelligence artificielle. On en discutera après. Le taux de croissance frôle les 80% par an. Ça dépend des pays, bien entendu, ça dépend des zones. Et toutes ces données uploadées ont été uploadées principalement les dernières années. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ça s'est passé. Ça, c'est le panorama des datas. Et les datas viennent de 3 web. Et ces 3 web, en gros, si on intègre un petit peu les choses, à la minute, pour vous donner des idées de données et de quantité, pour ceux qui utilisent Skype, par exemple, chaque minute, il y a l'équivalent de 23 000 heures de conversation sur Skype. C'est-à-dire que je vous parle depuis je ne sais pas combien de temps, 20 minutes, un quart d'heure, il y a 20 fois 23 000 heures de conversation sur Skype, depuis que je vous parle. Sur ceux qui sont sur les applications de dating, là, Tinder, Apple et autres, chaque minute sur Tinder, il y a plus de 400 000 switches. Pour ceux à qui ça parle, 400 000 personnes, chaque minute disent « j'aime bien, j'aime pas, j'aime pas, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ». Ça fait beaucoup, hein. Sur la musique, Pandora, pour ceux qui écoutent de la radio, on est sur quasiment 62 000 heures d'écoute de radio chaque minute sur Pandora. Est-ce que ça vous parle en termes de quantité? C'est gigantesque en termes de quantité. Et tout ça est intégré dans des serveurs et sauvé dans des serveurs. Et résultat des courses, tout ça, ça fait partie des données. Et toutes ces données-là nous permettent de connaître les gens de plus en plus. Et ces données viennent de 3 web, c'était mon point juste avant. Le web 1, qui est le web traditionnel, c'est les sites internet. Le web 2, c'est ce qu'on appelle le web social, c'est-à-dire c'est nous qui mettons des informations sur j'aime bien ce restaurant, j'aime bien ce vol, oh c'était cool ce salon, ou je ne sais pas quoi. Et le web 3, qui est un web dont on parle de plus en plus, mais on ne le définit pas comme étant le web 3.0, c'est ce qu'on appelle les objets connectés. Les objets connectés, vous en entendez parler à longueur de temps, c'est ce qu'on appelle le web 3.0 en termes d'information et de data. Le point dans tout ça, je ne vous fais pas un cours magistral sur la donnée, le point dans tout ça, il est qu'on sait aujourd'hui tout, sur tout. On est capable aujourd'hui, en tant que professionnel, que l'on soit dans des GAFA, des grands groupes, des startups ou même des groupes traditionnels, de targeter n'importe quel consommateur, n'importe quel usager dans son intimité, donc de tout savoir sur lui. Résultat des courses, ça change totalement la manière de faire du marketing et ça change totalement la manière dont on intègre et on gère nos métiers. Aujourd'hui, nous les marketeurs, nous les stratégistes, on est omniscients. Facebook est capable de savoir, avant que vous-même ne le sachiez, mesdames, que vous êtes enceinte. Simplement sur la manière dont vous utilisez Internet. Même pas sur les likes. La manière dont vous utilisez Internet. Les relations qu'on peut avoir entre les uns et les autres. En analyse de données, on le sait en amont. Tout ça, ce sont des choses, et des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Résultat des courses, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que professionnels, on est capable d'adapter les choses, non pas sur des groupes d'études, non pas sur des groupes marketing, mais de manière ultra personnalisée, personne par personne. Je ne vais pas envoyer à vous, monsieur, la même chose que je vais envoyer à la jeune fille à côté de vous, ou à ma compagne, ou je ne sais pas. On est sur un schéma aujourd'hui où on va targeter de manière automatique n'importe quelle information, n'importe quelle publicité. Aujourd'hui, on est capable de... On ne va plus faire des publicités et des campagnes globales. On va faire des campagnes qui, en termes de contenu, vont s'adapter spécifiquement en fonction de qui vous êtes. Vous aimez le rouge, on va le savoir. Pourquoi? Parce qu'avec des données qui sont l'intelligence artificielle, l'analyse des photos, on va savoir que vous aimez bien le petit vert et accessoirement le gris et le bleu dans l'ensemble, et que vous mettez régulièrement du noir, ou que potentiellement vous avez des enfants et que le matin vous leur donnez des Kellogg's parce qu'il y a des photos avec des Kellogg's dessus. C'est ça. Je ne vous parle pas du futur, je vous parle du présent. Ça, c'est la réalité. Résultat des courses, en tant qu'omniscient, il y a 2 choses qui se passent. La première, c'est qu'en règle générale, on fait tous des conneries. Parce que quand Dieu est omniscient, il sait tout, donc par définition, il n'écoute personne. Or, quand on sait beaucoup de choses, quand on a beaucoup d'informations, l'information tuant l'information, il faut par définition faire des sous-groupes d'études de manière à réfléchir au-delà de l'information que l'on a pour ne pas avoir de certitude. On n'a jamais de certitude, ça c'est le premier point. Et au-delà de ça, on est capable de changer totalement notre manière de faire. Je suis étonné d'être sur un salon du cross-média, je suis désolé, je vais vous choquer. Mais c'est has-been, c'est fini le cross-média. On n'est plus du tout sur du cross-média. Je suis étonné de voir des professionnels en bas qui vendent des machins de cross-média.
Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des canaux et on va mettre différents médias, alors qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. C'est totalement à la ramasse, au présent. Je suis désolé, hein, je sais que je choque, mais je vais vous expliquer pourquoi, rassurez-vous. C'est fini la logique du content marketing, management, tout ce genre de choses. Alors qu'il y a des groupes qui ne savent même pas écrire ce dispositif-là. On n'est déjà plus là-dedans. C'est ça, ça va trop vite. On n'est plus du tout dans ces schémas-là. On n'est plus du tout dans la logique, vous savez, de l'organisation silo des groupes de médias ou des groupes en règle générale. Tout ça, c'est fini. C'est le présent, ça existe, mais c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire les choses de manière totalement différente. Parce que je viens de vous expliquer, on n'est plus du tout orienté sur du contenu, on n'est plus du tout orienté sur des différents médias ou des outils. On est orienté sur vous en tant que personne. Vous en tant que personne humaine, physique. Ce qui m'intéresse, c'est pas le média, c'est pas le contenu, c'est pas vos usages en tant que groupe. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Je suis aujourd'hui capable de savoir dans le détail qui vous êtes. Et donc de savoir exactement, non pas sur mes amis mignons en globalité, mais dans le détail, désolé, j'étais visiblement excité hier soir, dans le détail, être sur un schéma qui soit un schéma où je vous target vous. Donc je suis user-centric. Je suis sur un schéma où le contenu que je vais donner va être un contenu qui va vous suivre, vous, sur l'ensemble des médias, non pas dans une logique cross-média, mais dans une logique transmédia. C'est-à-dire que je vais démarrer une conversation avec vous, je vais vous engager par Twitter, par Facebook, par la presse traditionnelle, et je vais continuer ce contenu, je vais continuer cette conversation sur l'ensemble des médias, l'ensemble des tuyaux qui sont à ma disposition, et que je connais par cœur parce que je connais vos usages bien mieux que vous ne les connaissez, et ça va être de pire en pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus du tout être sur une orientation contenu. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire du contenu, au contraire. Mais le contenu doit être adapté en fonction de chacun. Donc il faut mettre en place des dispositifs qui existent déjà, mais malheureusement peu de groupes l'ont compris, qui sont centralisés en fonction de vos habitudes et qui vont vous suivre au gré de votre journée. Je démarre, je me lève, je vais avoir par exemple le journal, je démarre, mais je n'ai pas le temps de le lire, le journal, il me faut 1 heure si je veux le lire en diagonale, quand il y a des choses intéressantes. Donc je continue dans le métro. Et bien ce que j'ai, je dois pouvoir immédiatement continuer à le lire sur mon iPad, sur mon iPhone, en fonction de ma connexion, j'arrive au bureau, tout de suite j'ai la suite. Pareil pour un bouquin, j'arrive, je stoppe un bouquin, je continue ailleurs. On est dans ces schémas-là. Et c'est pareil partout. C'est pareil sur votre engagement vis-à-vis d'une marque, sur les différentes communautés que peuvent être Twitter, Facebook, Instagram et compagnie. On ne fait pas la même chose sur l'ensemble des communautés. Chaque communauté est différente. Je vois le gouvernement qui est sur Snapchat dernièrement. Mais ça me fait rire, ils ne savent même pas communiquer sur du one-to-one classique. C'est quand même des choses de dingue. Or, les jeunes, ils s'en foutent d'avoir le gouvernement sur Snapchat. L'idée, c'est de faire les choses différemment. Et donc, tout cet enjeu-là, il est dû au fait qu'on vous connaît encore mieux en termes de médias. Donc ça, c'est le premier point. Transmédia, c'est la grande logique. Orienté usager, c'est vraiment la grande logique. Vous devez aujourd'hui absolument faire du storytelling en fonction de vos usagers. Tout le contenu que vous bâtissez, qui n'a plus de limite technologique en termes de quantité ou qui va bientôt ne plus en avoir, eh bien vous suivez vos différents consommateurs dans leur unité en leur donnant ce dont ils ont envie au moment où ils en ont envie et quel que soit le média. C'est ça la grande révolution qui est en train d'être mise en place. Ça, c'est la grande révolution liée au data, et c'est quelque chose qui, je peux sans crainte vous dire que dans 10 ans, ça sera absolument gigantesque, orienté autour de l'usager. Au même titre que dans le retail, on ne fait plus du chiffre d'affaires en mètre carré, mais on s'occupe du chiffre d'affaires ou du profit par client. Parce que le client peut aller dans un point de vente et acheter après sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point de vente est à chier? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut s'orienter en fonction de l'expérience du client, que le client aime aller dans le magasin ou aime être à distance. Ça, c'est tout l'enjeu qui est l'enjeu actuel. Alors, l'utilisateur, l'user experience, comme on dit UX, est extrêmement intéressante, et pour ça je vais prendre une donnée qui va vous parler, parce que je pense qu'on est beaucoup dans les médias, qui est qu'est-ce qui s'est passé cette dernière année dans les médias. Et si on regarde, je vous le dis, médias traditionnels, hein, la télévision. Moi je ne regarde pas, mais c'est intéressant de voir. Alors déjà, c'est TF1 numéro 1, bon ça c'est pareil que c'est chaque année. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de savoir si c'est TF1, la 2 ou n'importe quelle autre connerie, c'est de savoir qu'est-ce qui a été dans les premières audiences, qu'est-ce qui intéresse les consommateurs. La réalité, c'est que les grands groupes, que sont les grands groupes de médias, ont un énorme problème. Pourquoi? Parce que regardez, dans ces 10 audiences sur cette dernière année, les 10 meilleures audiences, c'est quasiment que du live, quasiment que du spectacle live.
quasiment que des choses que les gens ne peuvent pas voir en décalé ou n'ont aucun intérêt à voir en décalé. Les matchs de foot, on passe le JT de Chazal, c'est pour voir si elle est pleurée ou pas. Et on les s'occupe, c'est du spectacle vivant. Mentalist, la série américaine, mais là c'est des séries, mais elles sont ultra minoritaires. Tout ce qui est Coupe du Monde, finale de handball, du divertissement en live, etc. Tout ça, la télévision, d'un point de vue classique, on la regarde en live. Ce qui nous intéresse, c'est le live. Tout le reste, c'est du replay. Ou potentiellement des autres canaux. Donc aujourd'hui, il faut penser de cette manière-là, en termes d'expérience utilisateur. Il faut être capable, en tant que professionnel, et que votre média soit un média traditionnel télé, radio ou autre, de penser uniquement expérience utilisateur. Je donne quoi? Je fais vibrer mon spectateur ou pas? Donc ça, c'est simple, hein. Il y a une formule qui est une formule mathématique très bien. Utilisateur heureux égale good business. Je fais du bon dans l'expérience utilisateur, mes clients sont contents, tout va bien. Un client heureux est un client gagné. Et plusieurs clients heureux sont plusieurs clients gagnés. Et dans l'expérience utilisateur, la grande révolution qu'on commence à voir passer, c'est la révolution liée à ce qu'on appelle la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Tous les enjeux des années à venir, ça va être ça. Quand on voit le CES de Las Vegas, quand on voit ce qui s'est passé l'année dernière sur les différents salons, le Web Summit à Dublin, ce qui se passe à Moscou, ce qui se passe en Asie, etc., c'est énormément orienté autour de ça. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en plus d'avoir des professionnels de la technologie qui présentent des outils, on a aussi des professionnels du contenu qui travaillent là-dessus. Sur le gaming, par exemple, on a eu un salon du gaming fin d'année dernière. Vous aviez la moitié dans le salon du gaming de professionnels comme Electronic Labs ou autres qui ont présenté des jeux avec de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. C'est quelque chose qui va être gigantesque dans les années à venir en termes d'expérience. Alors déjà, la première chose, c'est de savoir quelle est la différence entre le virtuel et l'augmenté. C'est simple, si vous nagez avec des dauphins avec une eau potentiellement à 15 degrés et qu'il n'y a pas un chat à l'horizon et que vous êtes en théorie à Paris, c'est du virtuel. L'augmenté, c'est vous avec des couches d'informations sur vous. Techniquement, si là j'étais équipé en réalité augmentée, j'aurais je verrais vous on va dire en arrière, et sur vous, j'aurais toute l'information concernant ce qui se passe ici. Qui vous êtes, potentiellement votre profil Facebook, LinkedIn et autres, le timing, parce que je suis en une conférence, je pourrais avoir des informations sur ma keynote, parce que j'y vais les mains dans les poches, je sais pas quel est ma professionnel slide, ça peut être intéressant d'avoir. Tout ça, c'est la réalité augmentée. Alors, réalité virtuelle, le numéro 1 au monde, le plus connu, c'est Facebook, hein, c'est Oculus avec son Rift. Ça, c'est quelque chose qui vient d'être lancé, on est au début, hein, on est au commencement des choses. Le deuxième, il y en a beaucoup qui travaillent, Microsoft travaille dessus, et je vous présente ça parce que c'est ça qui va faire évoluer les choses de manière massive, notamment HoloLens, qui est vraiment le plus bluffant dans la capacité à faire de la réalité augmentée. Pourquoi? Parce que c'est de l'hologramme. On peut interagir avec. Voici la présentation qui a été faite, c'est quelque chose qui a été fait il y a 1 an et demi. Je vous en parle parce qu'il y a eu le Super Bowl ce week-end, et ils en ont énormément parlé. Alors si j'ai du son, ce serait bien. Use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. But what if we could go further? What if we could go beyond the screen? Alors l'idée c'est, bien entendu, on ajoute derrière les informations normales de l'information diverses et variées. Là, par exemple, on est sur un schéma où on a du design, on est en train de travailler sur un logiciel de design, on a tout de suite en 3D à côté de nous l'outil qu'on peut prendre et tout de suite remettre sur n'importe quel objet physique et le travailler sur l'objet physique. Ça, en design, c'est faisable dans absolument tous les domaines. Ce sont des exemples qui fonctionnent en laboratoire, mais c'est des exemples qui sont réels. Tout ça, dans le bâtiment, dans le gaming, sont des enjeux qui sont des enjeux énormes. Dans la formation aussi, ce sont des enjeux énormes en termes de capacité dans les années à venir. Imaginez la capacité qu'on pourrait avoir avec des enfants, à leur expliquer, ou avec des adultes, comment cuisiner, que faire en temps réel. Et être capable de les guider et de voir ce qu'on doit faire en temps réel. Imaginez ce que ce serait de découvrir, au lieu d'apprendre des pages entières d'histoire, de découvrir ce que c'est que l'opération Barbarossa en y étant, la retraite de Napoléon, et j'en passe et des meilleurs. Donc on est dans une logique d'expérience usagée qui est beaucoup plus intense et beaucoup plus importante. Ça c'est intéressant, c'est la présentation, vous avez compris le concept. Moi ce qui m'intéresse ici c'est les médias, la logique qui intéresse votre business. On a eu il y a quelques jours
Le Super Bowl, vous connaissez tous le Super Bowl, même si vous n'aimez pas le football, c'est la grand-messe mondiale de la publicité. Le foot, on s'en souvient, je ne sais même pas qui a gagné, mais je suis capable de vous dire tout ce qui s'est passé dans le Super Bowl. Qui c'est qui a gagné d'ailleurs? Je ne sais pas, t'as suivi? Non, pas du tout. Bon. On est sur un schéma extrêmement intéressant parce que le sponsor majeur du Super Bowl, c'est Microsoft. Et Microsoft a présenté quelques jours avant comment il voyait son utilisation de sa réalité augmentée, de l'HoloLens, dans le cadre du Super Bowl, donc dans le cadre de la télévision. Et ça vous donne une idée des perspectives des années à venir. On est sur un schéma qui est vraiment un schéma d'une multitude, en fait, d'une multitude de plateformes. On a l'écran principal qu'on peut agrandir à disposition. On peut avoir l'écran qui nous suit en fonction des endroits. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la multiplication des informations ou des vues. C'est-à-dire qu'on peut donner du service, on peut donner des informations complémentaires, du contenu complémentaire en fonction des endroits. On a l'écran principal, ce que tout le monde voit à la télévision, mais on peut, à côté de ça, avoir des informations qui sont mises en place sur d'autres supports qui peuvent être la table en face de nous, ou d'autres informations directement liées à des joueurs. Par exemple, on a si vous vous souvenez bon, un joueur ici, on va avoir le joueur qui démarre dans la scène, c'est du jeu, on est d'accord, hein, mais ça fait plaisir à les enfants, mais on va avoir les informations en temps réel de l'évolution du joueur sur la scène, c'est-à-dire qu'on peut avoir un angle différent, on peut modifier l'angle, on peut avoir du zoom, on peut avoir des informations sur n'importe quel joueur, sur n'importe quel outil que le joueur a. Et ce qui est vrai dans le domaine du jeu, du foot, dans cette logique-là, est vrai sur n'importe quel contenu. Vous avez énormément de personnes qui sont des dingues de séries. Vous pouvez imaginer avoir des séries avec des épisodes où vous participez dedans. Vous avez des séries aujourd'hui où le grand jeu, paraît-il, c'est de tuer toujours un acteur majeur dans la série. Vous pouvez participer de ça, voir différents. Donc, tout ça est orienté sur une seule chose, l'expérience utilisateur. On est capable aujourd'hui en tant que médias, et les grands médias sont tous en train de travailler dessus, même si beaucoup n'ont pas pris conscience de l'ampleur des choses, on est en train de travailler sur comment augmenter l'expérience de chaque utilisateur, comment TF1 peut donner encore plus d'expérience à ceux qui viennent regarder le foot, le rugby, ceux qui à Canal+ vont aujourd'hui regarder par exemple le golf ou je ne sais pas quoi, comment réussir à les faire vibrer au-delà de simplement l'écran froid en face de nous. Magiclip fait partie des grands opérateurs. Magiclip, ça a été l'un des plus grands échecs de ma carrière. J'ai quand même une équipe de quasiment 10 personnes qui bossent, il faut vous expliquer un peu comment je fonctionne, qui bossent à longueur de temps pour scanner tout ce qui se passe sur le plan de l'innovation. Ces personnes-là le scannent, me font passer des notes régulièrement, un petit peu comme les politiques, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, et on avance de cette manière-là. Magiclip est une structure qui est une structure principalement avec Google dans son capital. C'est pas des petits investissements, hein. Le dernier tour de table c'est 800 millions d'euros sur Magiclip. Ils ont même à peine un site internet, et encore c'est d'un 3 pages, un truc de ce style-là. Je n'ai appris l'existence de Magiclip que par la presse. Autant vous dire que ça s'est très mal passé au bureau. C'est une structure qui va faire de la révolution dans le domaine de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Et ça, pour avoir plus d'informations, on a été obligé d'aller chercher les brevets pour voir un petit peu ce qu'ils avaient déposé en brevet, donc ce qu'ils avaient en idée. Magiclip, par exemple, ils le voient en lunettes. Nous, ce qui nous importe, c'est l'utilisation. Hein. L'utilisation au niveau des doigts, c'est chaque doigt une logique différente. La productivité, des outils particuliers, tout ce qui est connecté, Twitter, Facebook, etc. Ça, c'est gentil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les usages. Imaginez-vous demain avec un problème de santé. On est capable, en temps réel, de vous expliquer où est le problème. On est capable d'expliquer à des étudiants en médecine, on est capable d'expliquer en temps réel à des chirurgiens où est-ce qu'il va devoir opérer. Aujourd'hui, l'une des personnes qui a été classée dans le classement des 10 personnes mondiales qui vont révolutionner les années à venir, c'est un Français qui a créé un laboratoire de robotique qui est capable d'assister les chirurgiens. Pourquoi? Parce qu'un chirurgien reste un humain et par définition, sa main elle vibre. Alors peut-être pas comme la mienne, mais elle vibre. Et sur certaines opérations, le robot est capable d'aller plus loin que le chirurgien. Ça, ce sont des choses où on est capable d'intégrer de l'information de manière extrêmement intéressante en réalité augmentée. Sur la logique de l'entertainment, du média, quel que soit le média, c'est la même chose.
Vous regardez un média, vous avez un média papier, on peut automatiquement voir certaines parties. En termes de contenu, vous avez un média vidéo. Comme je viens de vous présenter sur HoloLens, on regarde l'écran principal, on peut avoir des informations différentes en fonction des différents endroits. Et tout ça en temps réel, et tout ça en fonction de vous, non pas de votre voisin. Le voisin verra quelque chose de différent. C'est ça qui est absolument passionnant et qui est absolument flippant quand on est dans le domaine. Bien entendu, transformer en jeu n'importe quelle opération, hein, que ce soit tondre la pelouse, faire la cuisine, je ne sais quoi, on est vraiment dans un monde de téléportation. Je suis désolé, mais c'est ça. Hein. Vous savez, ils sont beaucoup là, pour ceux qui suivent. Donc, non, je suis le seul taré à regarder du hentai. Là. On est vraiment dans ces jeux-là. C'est-à-dire que moi, j'étais sur le Web Summit il y a quelques semaines hein, à Dublin, et on a eu une grande conférence au Web Summit avec le patron de la technologie de Facebook. Alors, ça ne vous parle pas? Pour des gens comme moi, vous avez Dieu, vous avez Zuckerberg, le patron de la technologie de Facebook. En gros, hein, et parfois l'ordre est un peu inversé, en fonction des jours. On est vraiment dans ça. Donc quand le mec vous parle de n'importe quoi, vous vous dites, il y a peut-être un truc. Et clairement, sur la discussion, il nous a expliqué que l'objectif de Facebook, c'était de rendre la téléportation possible dans un horizon qui est un horizon de 10 ans. Alors bien entendu, vous avez deux catégories dans la salle. Hein. Ceux qui avaient trop bu la veille, qui se sont dit « j'ai le crâne », et ceux qui se sont dit « il y a un truc que j'ai pas compris » ou qui ont vu l'ampleur du dispositif. Bien entendu, ce n'est pas de la téléportation au sens comme on l'entend. L'idée, c'est de tromper le sens. Aujourd'hui, on est capable de tromper notre vision et notre ouïe. On va être capable de tromper le sens au niveau physique extrêmement rapidement dans les laboratoires mondiaux, aussi bien en termes de t-shirts, en termes de gants ou autres. On a des gants et des t-shirts, on pourrait dire on a un habit, une combinaison qui est capable de nous faire passer des ressentis, du froid, de la peur et plein d'autres choses. On va être capable, à l'horizon 5 ans, de tromper notre odorat. Qui dit odorat dit par définition le goût. Vous perdez votre odorat, vous perdez votre goût. Et donc on va être capable de vous donner l'impression, en temps réel, que vous êtes ailleurs. C'est-à-dire que des outils comme Facebook, mais d'autres, hein, c'est tout l'enjeu qui est l'enjeu des années à venir, c'est de vous faire vivre des expériences sans bouger de votre fauteuil. Être capable d'aller expérimenter n'importe quel sport à sensation à l'autre bout du monde. Vous avez des enfants à l'autre bout de la planète, de manger avec eux comme s'ils étaient présents, intégrer des réunions en temps réel. C'est vraiment l'objet qui est l'objet de la téléportation, au sens être présent ailleurs virtuellement, mais le ressentir, tromper le sens. Et ça, poussé à l'extrême, bah vous l'adaptez sur la logique qui est notre métier, c'est-à-dire le branding, la marque, le marketing. Vous imaginez le potentiel que ça a? Des marques de luxe qui vont augmenter la capacité à vous donner, des médias qui vont augmenter la logique d'expérience. Tout ça, c'est vraiment l'enjeu des années à venir. Et donc, on va se retrouver, c'est l'une de mes grandes craintes, un petit peu comme dans Wall-E. Je ne sais pas si vous avez vu Wall-E, hein. Et ben, je l'ai croisé hein, aux États-Unis, un gars comme ça. Hein. Je l'ai croisé, bon, on a sorti d'un McDonald's, mais on est quand même pas loin, hein, vous me direz. Hein. On est quand même sur des schémas qui sont assez flippants. Hein. C'est vraiment le grand enjeu sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Je suis dans le timing, grand miracle. Oui, je suis dans le timing, j'ai encore un quart d'heure, et je serai dans le timing. Réalité augmentée, réalité virtuelle, data, vous avez compris, je pense, ces grands enjeux et pourquoi je vous fais cheminer par ce chemin-là. Le dernier point, qui est un point extrêmement important à appréhender, c'est le point lié à l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est bien entendu, tous dans notre inconscient, on est tous excités d'un Jarvis à la maison. On ne s'appelle pas tous Zuckerberg, et avec la problématique de chaque année. L'année dernière, son grand jeu, c'était, en début d'année, il voulait apprendre le chinois. Il vient de donner une conférence en chinois. Si mon anglais pouvait être aussi bon, même si je parle couramment, mais avec un accent franchouillard, c'est assez stressant. Donc quand le garçon, qui a quand même des moyens illimités, dit que son jeu cette année, son objectif de cette année, c'est de créer une intelligence artificielle à même de l'aider, un Jarvis un petit peu plus développé, on se dit que potentiellement il a la capacité, d'autant plus qu'il a recruté il y a maintenant 1 an et demi, en 2014, Yann LeCun, pour ceux qui connaissent un minimum la réalité de l'intelligence artificielle, c'est l'une des 6 personnes au niveau mondial qui sont les plus développées et les plus influentes en termes de scientifiques dans l'intelligence artificielle, et notamment ce qu'on appelle le deep learning. Bref, il a la capacité de créer l'intelligence artificielle. De quoi parle-t-on? On ne parle pas d'un Siri, hein, aujourd'hui, le Siri est très loin, même si ça se développe par rapport au premier Siri. Les équivalents sont des équivalents aussi intéressants.
On a par exemple Amazon qui a lancé un projet entre guillemets confidentiel qui était limité à une partie des Américains qui s'appelait Echo. Echo, c'était ça. Alors rassurez-vous, alors je ne vais pas sur les choses en anglais. Echo, c'est un petit dispositif, comme vous pouvez voir ici. J'aimerais bien qu'il l'ouvre, le monsieur, que vous mettez n'importe où dans votre intérieur. C'est un dispositif qui ne sert à rien à part à vous connecter à Internet. Et qui a le grand avantage de faire deux choses. La première chose, c'est qu'il est toujours allumé, tout le temps. La deuxième chose, c'est que où vous soyez dans la pièce, Amazon Echo est capable de vous entendre. Je parle comme ça, vous m'entendez, et vous m'entendez pas. Eh bien, elle va m'entendre. L'idée, c'est quoi? C'est donc une intelligence artificielle qui va être présente un petit peu partout. Ça, c'était présenté il y a 1 an et demi. Je suis désolé pour le son, parce que ça bredouille, donc je vous parle et je vous explique les choses. C'est l'équivalent d'un AO, d'un Cortana, d'un Siri, etc. Qu'est-ce qui n'a pas été une grande surprise ces derniers jours sur le Super Bowl? C'est de le voir dans les pubs du Super Bowl. Vous savez, dans le Super Bowl, il y a plus de pubs qu'il y a de foot. Il y a 10 minutes de foot, 20 minutes de pub. 10 minutes de foot, 20 minutes de pub. C'est l'enjeu du Super Bowl. Et donc, j'ai vu quoi dans les pubs? Cette pub-là. Et je vais essayer de vous la passer avec le son. So, how much money do you have? Alexa, stop. Marino, you definitely have to stop. How you do that? It's my Amazon Echo. I can stream music, order things, and watch this. Alexa, turn on the lights. Bread and wings? You're blowing it, bro. Alexa, how many championships has Dan Marino won? Dan Marino has won 0 championships. Alexa, how many Oscars has Alec Baldwin won? Alec Baldwin has won 0. Alexa, stop. Well played, Marino. Shame on you! This man is a national treasure. Jason, it's all right. No, it's not all right. I will sack this man so hard for you. No, you won't. Gentlemen, we have over 100 million people watching us right now. 100 million people? Hey, Alexa, release that new song, Pep Rally by Missy Elliott. Hey! Alexa, c'est une intelligence artificielle premier niveau. C'est, vous savez, cette petite chose qui, demain, et c'est déjà quasiment ce qui se passe maintenant, est capable de vous suivre de pièce en pièce chez vous. Va être capable extrêmement rapidement de vous suivre dans votre voiture, si vous avez une voiture, dans le métro, dans votre maison de campagne, n'importe où. Et va être capable de vous aider, de vous faciliter votre quotidien sur absolument tout. L'idée, c'est simple, hein, c'est ça l'enjeu. Hein. Vous l'avez vu ce film? Ouais, c'est ça, l'idée c'est exactement ça. Sauf que ça change beaucoup de choses. Pourquoi? Gartner, gros laboratoire de recherche mondial sur la tendance, évalue qu'en 2018, demain, hein, on est en 2017, l'année prochaine, c'est vraiment demain, les montants achetés par de l'intelligence artificielle, non pas par des humains, par de l'intelligence artificielle, vont être de 2 milliards de dollars au niveau mondial. Je suis d'accord avec vous, c'est un feu de paille. Les taux de croissance anticipés sont gigantesques. Pourquoi? Parce qu'on va très rapidement se positionner dans une démarche où j'ai par exemple un problème avec ma montre. Alexa, j'ai un problème avec ma montre. Scanner, il faut automatiquement trouver une solution. Et dans l'environnement, en fonction de où je serai, le magasin va être trouvé en fonction de mes habitudes de consommation tenues en temps réel. Je veux aller à Shanghai demain. Trouve-moi le billet le moins cher, le plus rapide en temps réel. Fini les comparateurs. Automatiquement, les choses sont faites. C'est ça l'enjeu en termes d'expérience usagée. Or, qui vous connaîtra mieux que ces intelligences artificielles? Personne d'autre. Même vos enfants, même votre famille ne vous connaîtra pas aussi bien que ce genre d'intelligence. Ça change donc grandement la manière dont les marques, quelles que soient les marques, quelle que soit la manière de vendre, doivent interagir avec ses consommateurs, avec ses clients. Parce que demain, vous êtes un média, bien entendu que ce genre de choses va modifier et interagir la manière dont vous allez consommer, vous en tant que consommateur, le quotidien. Alors, on est sur la partie la plus intéressante, enfin la plus intéressante pour moi, qui est la partie où je suis à 5 minutes de me faire lyncher. Les prospectives. Non, je ne vous dirai pas que le digital dans les gens, ce sera par exemple dans la voiture l'équivalent d'une voiture qui volera. C'était pour ça que vous étiez venus, j'en suis désolé, ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est d'essayer de voir un petit peu quelle est notre zone de risque et quels sont les grands éléments sur lesquels il faut se concentrer.
La première chose, en termes de vision, et la première chose importante, est de se dire qu'on a un énorme problème de poids. C'est foncièrement la grande problématique philosophique que l'on peut avoir. Pourquoi? Parce que, au-delà de l'humour que peut avoir ce dessinateur, on est quand même sur une démarche où, dans les années à venir, tous ces éléments, qui sont des éléments technologiques, vont nécessiter une réflexion philosophique de notre quotidien. Pourquoi? Parce que ça va nous augmenter le temps libre. Le temps qu'on va pouvoir consacrer à autre chose que ce que l'on faisait aujourd'hui. On avait avant pas de machine à laver, aujourd'hui on a des machines à laver. On a gagné du temps qu'on a consacré à autre chose. Malheureusement, dans les années qui ont été, on a consacré ce temps plus à la télévision et à ses équivalents qu'autre chose. La réelle question induite par ça que je pose, et qu'est-ce que les gens vont faire de ce temps-là? Est-ce qu'ils vont utiliser ce temps à des logiques qui sont des logiques liées à se cultiver, à être plus avec sa famille, à profiter de son environnement? Ou est-ce que vous allez être, vous comme moi, potentiellement, plutôt des aficionados de la télévision et de Cyril Hanouna pour nous lobotomiser au quotidien? C'est ça, hein, les enjeux, d'après ce que j'ai vu dernièrement dans la presse. Ça, c'est le premier enjeu, mais c'est un enjeu philosophique, je vous dirais, ça n'a rien à voir, mais j'aime bien en parler parce que ça fait partie des prospectives. Le deuxième enjeu, c'est ce que je vous ai parlé. Je ne sais pas ce que sera 15 ans. Je suis quasiment sûr que la data sera plus importante. On vous connaîtra dans le détail. Je suis totalement sûr que l'usager sera le cœur du dispositif. Il faut être orienté usager. Il faut plus travailler sur les logiques de contenu, il faut plus travailler sur les logiques de silo. Il faut être concentré sur votre unité, vos consommateurs dans leur unité, dans leur capacité à être, à ressentir, à penser et donc s'adapter à leurs besoins et leur donner ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin, parce que c'est eux qui de toute façon décideront de s'exposer ou pas à votre contenu, à vos marques, à vos produits, et vous n'aurez pas d'autre choix que d'être dans cette logique-là. Donc tout ce qui est data en fait partie. Et l'expérience usager en fait extrêmement partie aussi. Vous devez les rendre heureux, vous devez leur donner ce dont ils ont envie, les faire vibrer. Vous ne pouvez pas être ad vitam aeternam dans des logiques mercantiles. Je sais bien que je prêche des choses sur lesquelles les gens vont me dire « Mon Dieu, il est utopiste, mais c'est la réalité ». Vous êtes aujourd'hui sur le schéma où vous devez faire en sorte que vos consommateurs s'exposent à vous, viennent chez vous parce qu'ils sont contents et qu'ils vont faire les 10 km de plus pour aller dans votre magasin, pour lire spécifiquement votre papier ou regarder votre télévision ou votre contenu au moment où ils en auront envie, parce que foncièrement, les grandes banques, les grands distributeurs, aujourd'hui, ont un énorme problème. Hein. On ne va pas faire 10 km de plus pour aller voir une banque, encore moins pour un distributeur. On est totalement dans cette problématique-là, et quels que soient les métiers, c'est extrêmement important. Et puis, en termes de conclusion, parce que je pourrais en parler pendant des heures, et j'aime bien savoir dans mon contenu, moi j'aimerais partager avec vous un univers qui est un univers de mots, un univers sémantique, qui est l'univers sémantique qui devrait être l'univers de chacun, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Pourquoi cet univers de mots? Parce que aujourd'hui, on est dans une modification de nos rapports sociétaux. D'une certaine manière, la machine nous rend plus humains. Je vous explique ce dispositif, c'est un peu choquant peut-être pour vous. Mais quand la machine a été créée, début du 19e siècle, vous savez l'industrialisation qui a démarré en Europe par le textile, et notamment Manchester, etc., pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire associée à ça, toutes ces machines nous ont rendu un très mauvais service à l'époque, ils nous ont transformés en machines. C'est ce que Charlie Chaplin explique dans la nuit des... Enfin, pas la nuit des temps, les temps modernes. On est sur un schéma où on faisait la même chose qu'une machine. La machine faisait simplement augmenter la productivité. Or, dès le moment où, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, on a introduit de l'intelligence, même si c'est de l'intelligence béotienne, mais de l'intelligence dans la machine, ça nous a obligés, nous, humains, à se rendre compte, même si c'est à travers les machines, que l'on avait des humains en face. Et plus il y a d'intelligence associée à ça, plus nous sommes dans un schéma où on est obligé aujourd'hui d'intégrer la notion humaine et donc de redevenir plus humain. Si vous avez deux exemples dans votre univers de business ou dans votre entourage, vous verrez toujours que l'exemple qui considère la partie humaine est un exemple qui fonctionne beaucoup plus que la logique classico-classique capitaliste, uniquement centré sur la logique de l'argent et de la monnaie. Et donc cet univers en fait partie. L'humain, le mobile, je vous ai montré les chiffres associés à ça, les gens sont extrêmement mobiles, il faut être capable de les suivre. Le social, la personnalisation à outrance, tout ce qui est donné, le service donné à vos clients, donné à vos consommateurs, donné à vos lecteurs, énormément. L'émotion, la vibration,
et l'expérience usagée. Ça, c'est un univers de mots qui doit être celui de la réflexion aujourd'hui de n'importe quelle stratégie. Ça a été un réel plaisir pour moi d'être en face de vous aujourd'hui. Pour ceux qui voudront, voici les détails associés. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition, je pense que c'est la dernière conférence, et j'ai 3 minutes d'avance. Yes. Oui. Comment vous adaptez le contenu? Comment vous personnalisez un contenu Alors, un contenu en lui-même, c'est une multitude de séquences, que ce soit une vidéo, une photo ou autre. Ces séquences-là peuvent être qualifiées par mots-clés. N'importe quel mot-clé est qualifiable. On est capable de savoir exactement qui vous êtes au moment où vous êtes, et surtout votre état d'esprit. Votre état d'esprit est en adéquation avec un univers de mots-clés. On est donc capable de donner le contenu en fonction de l'univers de mots-clés. Vous voyez ce que je veux dire? Un film, c'est pas une unité. C'est une multitude de séquences. Il y a des séquences émotions, il y a des séquences actions, il y a des séquences qui vont vous donner, des séquences pas du tout. Il y a des séquences où vous allez être captivé, d'autres pas. Tout ça, ça dépend d'un univers qui dépend de vos goûts, qui dépend aussi de votre feeling, de votre humeur du moment, enfin plein de choses associées à ça. Tout l'enjeu est d'être capable de répondre à ça par ces fameux mots-clés. On dirait hashtag aujourd'hui. En plus compliqué, hein, je simplifie à outrance, mais c'est ça l'idée. Vous saucissonnez de manière extrêmement importante le contenu, quel que soit le contenu. C'est faisable par du texte, c'est faisable par de la voix, c'est faisable par de l'image, n'importe quelle image, donc par définition par du film. On est donc capable de saucissonner et d'adapter le contenu en fonction de votre auditoire. L'enjeu est de suivre vos usagers avec ce contenu-là. Donc de ne pas donner le même contenu sur un ensemble de médias ou un contenu un petit peu adapté, mais de le suivre en fonction de ce qu'il veut quand il utilise le média. C'était la première que vous vouliez. Oui? Est-ce que ça ne pose pas un problème éthique de donner aux gens juste ce qu'ils ont envie et donc de les laisser rester dans un cercle hyper restreint puisque ils sont centrés sur eux-mêmes et pas sur ce qu'ils pourraient... Alors, votre remarque est totalement pertinente. Cependant, c'est un peu utopiste. Dans la mesure où vous allez au restaurant, vous mangez ce que vous avez envie de manger. On n'a que 24 heures dans une journée et on est assailli de contenu, mais assailli, publicitaire, quelles que soient les choses. La plus grande problématique que l'on a aujourd'hui, c'est pour une multitude d'entre nous d'être capable de réduire notre temps pour consacrer du temps à nous-mêmes. Donc oui, vous avez raison, d'une certaine manière, il faut ouvrir en termes de recommandations. Mais le fait de donner aux gens ce qu'ils veulent ne veut pas dire de donner uniquement ce qu'ils savent. Vous pouvez savoir que vous voulez certaines choses et vouloir des choses dont vous ne savez pas que ça existe. L'enjeu qui est derrière toutes ces techniques-là, il est qu'on va être capable de vous donner des choses dont vous n'appréhendez même pas l'existence. C'est ce que Steve Jobs disait à l'époque où il a créé l'iPhone, etc. Les gens ne savent pas qu'ils ont un besoin. Je vais leur créer ce besoin. Je vais leur donner un besoin dont ils n'ont pas connaissance. Donc tout l'enjeu, c'est d'augmenter le périmètre au-delà de simplement ce que l'on veut et dont on a connaissance. Maintenant, je pense qu'en termes d'éthique, ce que je vous ai présenté, il y a 50 000 autres trucs qui posent des réels problèmes en termes d'éthique. Mais vous avez totalement raison, oui. Mais moi, je rebondis sur ce que vous dites avec ce que je vous ai dit à la fin sur la logique de temps libre. Vous donnez une salle, quelle que soit la salle, vous avez 80% de la salle qui va préférer s'occuper de soi plutôt que, je sais pas, lire un bon livre qui va l'éduquer, ou je ne sais pas, faire d'autres choses. Ça dépend de votre appétence à augmenter, à vous focaliser sur autre chose et à vous dépasser. Et ça, c'est profondément humain, c'est ce qui nous différencie de la machine. Je suis d'accord. Oui. Bonjour. Samia Mazout, je suis professeur en neurosciences. Et je m'interroge sur la dimension, et je fais des travaux dans ce sens, sur l'intelligence collective, c'est-à-dire la capacité à participer et à construire ou à élaborer des contenus à partir de contenus existants ou ex nihilo. Et j'ai une expérience personnelle, puisqu'on a monté un réseau qui s'appelle le réseau international des écoles du futur, qui en moins de 5 ans regroupe aujourd'hui sur 4 continents 25 000 jeunes. Alors ça n'a aucune prétention, hein, c'est juste pour montrer la notion d'évolution et de dynamique justement, qui s'appuie sur les nouvelles technologies, mais pas que. C'est l'outil et vecteur de création, d'agrégation et de démultiplication. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes, un article qui est produit par des jeunes sur le thème de l'environnement, par exemple à Nantes, parce qu'il y a une école du futur à Nantes, va être repris par des jeunes à Paris ou par ceux qui sont en Colombie suite à un programme de formation qu'on a fait avec l'université il y a 6 mois. Donc toute cette dimension-là où finalement on redonne aussi, ou en tout cas ce sont les jeunes ou les autres qui reprennent la main sur les contenus, parce qu'on parle ici de contenu entre autres,
Et du coup, on devient réellement co-auteur, voire éditeur de contenu. Et le modèle, c'est un peu celui de l'école du futur, c'est qu'on inverse la classe, alors c'est un peu binaire comme propos, mais on remplace le rôle, sacro-saint rôle de l'enseignant qui sait tout, avec au contraire un travail sur les savoir-être et sur les méthodologies, et finalement où l'ensemble des informations, sauf le référentiel, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir mettre en immersion l'histoire de France ou celle de n'importe quel pays, ou même de la prospective sur l'exploration de l'espace et de la planète Mars. Et comment on gère, et pour moi c'est plutôt une chance, de donner cette liberté, donc c'est une forme de réappropriation de la liberté pour produire des contenus d'une manière dans l'équilibre qui est celui du groupe, quelle que soit la nature. Basiquement, vous avez reproduit la logique neuronale à une logique d'éducation de l'école. On peut le dire un peu comme ça. Ça fait ça. On a une mémoire liée à un moment T, et on utilise une mémoire pour avancer. C'est organique et c'est même pas... Oui, je vois très bien ce que vous dites. C'est pas incompatible, hein. C'est absolument pas incompatible. En aucun cas. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. Le chapitre n'était pas très développé au démarrage, mais là on est vraiment dans ces schémas-là. Et donc, les problématiques associées sont liées au fait que nous sommes des humains, donc nous sommes perfectibles, et en plus de ça, on est pollué par une multitude de sentiments positifs comme négatifs. C'est ce qui fait notre charme et ce qui fait aussi notre défaut. Ce qui n'est pas le cas de l'outil en lui-même. Et donc, ça va créer des heurts qui sont des heurts sociétaux importants. Au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup des Uber et des taxis. Je ne parle pas de la polémique. Je suis justement de rire, les deux sont morts. Simplement, Uber est en train d'investir 1 milliard par an, simplement sur des équipes qui vont faire la voiture tout seul, enfin, sans avoir de chauffeur. Donc c'est quoi ces délires de ces mecs? D'un côté, on a des taxis qui se sont morts, on n'a pas compris qu'on avait l'évolution, et de l'autre côté, c'est comme si vous aviez, au début du siècle dernier, les chevaux qui faisaient grève parce qu'ils avaient tué, parce qu'il n'y avait plus de chariots avec des chevaux. Ouais, c'est un truc de dingue. Or que la problématique au début du siècle, c'était bien un truc inverse. Il fallait plus de chevaux à New York. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez cette petite anecdote. Début du siècle, c'est-à-dire début des 1900, dans ces eaux-là, on n'avait pas encore la voiture, on avait les chevaux pour tout le monde. Il fallait plus de chevaux à New York pour évacuer le purin que de chevaux pour modifier les gens et transporter les gens. Et c'était un énorme problème de développement économique et urbanistique sur New York. Résultat des courses, qu'est-ce qui a sauvé ça? La voiture. C'est ça la réalité du début du siècle dernier. Donc l'Uber ou l'ubérisation ou les équivalents ne sont que des outils qui ne sont même pas aboutis pour la majorité d'entre eux, qui vont solutionner des choses qui sont nos besoins, aller d'un point A à un point B. Or, au jour d'aujourd'hui, c'est totalement déconnant d'avoir une voiture. C'est comme si on disait à une compagnie aérienne, t'achètes un avion mais tu vas l'utiliser 3 fois dans l'année. C'est très rentable, hein. Je sais pas si... Voilà. Maintenant, nos us et coutumes et les marketeurs ont fait que, voilà, on achète. Donc je ne veux pas vous pousser au suicide ce soir, mais l'enjeu il est là. Vous avez raison, il faut prendre les choses vraiment dans sa perspective, tracer un papier blanc et voir en temps réel quel est l'avantage, l'inconvénient, etc. Moi, ce qui me fait beaucoup plus peur, c'est de voir qu'on a des politiques qui n'ont même pas la vision de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qui prennent des décisions politiques sans savoir ce qui se passe et ce qui va se passer à 10 ans. Ça, c'est dramatique, absolument dramatique. Oui? Comment un utilisateur, en partant de ce postulat, pourra reconnaître une marque, sachant qu'on a parlé tout à l'heure d'une adaptation individuelle? Alors, c'est une question. Sur quelle couleur? C'est une question pertinente. Je vais vous répondre, si vous me le permettez, en 2 phases. Aujourd'hui, une marque, ce n'est pas simplement un logo, ce n'est pas simplement un nom, ce n'est pas simplement ça. En tout cas, pour les marques qui se respectent et qui ont compris. Pour moi, qui suis un amoureux de la marque au sens puriste du terme, une marque, c'est un territoire, c'est une ADN, c'est des valeurs, c'est une multitude de choses. Au même titre que si vous aimez la littérature, vous lisez un écrivain, vous regardez un tableau, sans savoir que l'écrivain, le tableau, la musique que vous entendez vous regarder, vous savez que c'est telle personne. Pareil pour un bon vin, pour les passionnés de vin, vous êtes capable, alors il est vraiment les très bons, de boire un vin et de savoir que ce vin c'est tel château et tel producteur qui l'a. Eh bien c'est la même chose d'une certaine manière, c'est-à-dire vous allez voir des choses et tout de suite vous allez être capable d'appréhender que derrière le contenu, il y a une marque. Ça nécessite du point de vue de la marque une impression très forte en termes de valeur, en termes de territoire sur le contenu qu'ils ont mis en place. Je peux vous donner des exemples. Vous regardez un film GoPro,
au jour d'aujourd'hui, sans avoir que c'est GoPro, quelle que soit la photo, etc., vous savez que c'est une campagne GoPro. Vous faites la même chose avec un Red Bull, c'est la même chose. Au jour d'aujourd'hui, hein, sur une multitude de choses. On va avoir dans le futur une multitude de messages qui vont vous relier à la marque, parce que c'est très important d'avoir des choses reliées à la marque. Ça peut être l'application, ça peut être l'outil qui vous transmet le contenu, ça peut être dans le contenu en lui-même des liens vis-à-vis de la marque. Il y a une multitude de codes qui vont être mis en place et développés. J'en connais certains, il y en a d'autres qui vont être développés. Mais le mix des deux va faire qu'au jour d'aujourd'hui, le contenu qu'on peut produire simplement dans une logique publicitaire classique, mass média, les merdes qu'on voit sur TF1, France 2, etc., dont on ne se souvient pas et qu'on ne veut même pas regarder, vont plus être comme ça. C'est à cause de ces merdes-là qu'il y a des adblockers, basiquement. Si la publicité et le contenu étaient de qualité, on serait capable de le regarder. Or s'il y a tant d'excès associés à ça, ça a mis de l'autre côté des développements, des adblockers, de tous ces logiciels qui créent les problématiques aujourd'hui. Donc le cercle ne pourra être vertueux qu'avec de la qualité, du territoire, de l'ADN et des respects associés à tout ça. J'ai répondu un peu à vos questions? Un petit peu. Allez, une petite dernière et puis après, petite bière, hein, vous allez connaître. Non? Non? Ouais? Vous embauchez? Oui, ça va. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous.